Bien, mesdames et messieurs, nous allons maintenant commencer, nous allons maintenant entrer dans le vif du sujet de notre conférence. Donc, je rappelle encore que la vidéo sera splittée en plusieurs parties. Donc, tout ce qui touche la vision profonde, c'est à regarder. Tout ce qui touche la vision de Simama Africa, c'est à regarder aussi. C'est très important de s'armer de la vision pour bien comprendre dans quoi on s'engage, qu'est-ce qu'en fait nous voulons faire à travers Simama Africa. Bien, donc on va parcourir le plan. Je vais être pédagogique, pour une bonne pédagogie, de façon simple, parcourir le plan et puis je vais expliquer certains éléments rapidement. Et puis, pas trop tirer en longueur aussi, mais voir quand même, mettre en avant certains points parce que vous avez vu, le plan est très très lent. Donc, si je développe trop, ça risque d'être une conférence sur plusieurs jours. Donc, ce que je vais faire, je vais résumer les parties essentielles. Mais l'idée, c'est de comprendre vraiment d'où vient le projet Simama Africa, pourquoi aujourd'hui, pourquoi aller de l'avant, pourquoi Simama Africa, Afrique debout, comme ça veut dire en Swahili, pourquoi vraiment, qu'est-ce qui justifie ce projet. Donc, commençons avec commençons avec la vision profonde. Avec la vision profonde. Donc, question de science. Ici d'abord, donc la première question, une question de philosophie et de science en Afrique et pour l'Afrique. Quelques rappels historiques. L'Afrique est berceau de l'humanité. OK. Donc, ça doit être connu du commun des mortels. L'Afrique est berceau de l'humanité. Tout le monde est censé le connaître, hein, ou du moins, voilà. Donc, mais l'Afrique, berceau de l'humanité, ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait que l'homme est un. C'est ce que ça veut dire. Parce que ça échappe à beaucoup de personnes. Donc, l'Afrique berceau de l'humanité, ceci a été confirmé hein, par l'anthropologie, les travaux en anthropologie. Je ne suis pas anthropologue et puis en archéologie, je ne suis pas non plus archéologue, mais ceux qui ces questions intéressent, voilà, ils peuvent regarder, toucher les thèses développées en anthropologie, en archéologie, en histoire de l'humanité. Voilà. Quoique, bien avant, surtout le XXe siècle, surtout avec les travaux de Chantal Diop et Obeka, bien avant ça, surtout lors de la période coloniale, vraiment, malgré la vérité scientifique, en Occident, surtout, il y a eu beaucoup d'auteurs, hein, comme les Gobineau, même des penseurs d'élite comme les Hegel, voilà, qui ont développé des thèses très racistes, voilà, par rapport à l'Afrique. Et David Hume, voilà, ils sont nombreux, voilà, même le fameux Montesquieu, Charles Montesquieu. Donc, quand on lit ces auteurs-là, il y a dedans, en fait, le mépris du nègre, parce que le nègre, c'est bon. Ah, il y a là dedans également et ce mépris est justifié par quoi? Par, en fait, par l'ignorance. Okay? Parce que, euh, comme le dit Claude Lévi-Strauss, voilà, ce qui nous est étranger est jugé de barbare, ok, facilement. Donc, il y a cette ignorance surtout, à mon avis, qui justifie ce mépris, parce qu'à bien voir, quand on connaît, on ne peut pas être raciste, par exemple, parce que l'homme blanc, c'est l'homme noir, en fait. Parce que c'est l'homme de l'Afrique qui est sorti, voilà, de l'Afrique, de l'Afrique du Nord en passant par le détroit de Gibraltar, et puis parti en Eurasie, hein, ok, en passant par le Sinaï. Nous sommes des, milliers, des centaines de milliers d'années, ok, dans l'histoire de l'évolution de l'homme, ok, donc à commencer par, en tout cas, l'homme Homo sapiens, et l'espèce Homo sapiens. Donc, lorsqu'on parle de l'espèce Homo sapiens, dans cet espace, il n'y a pas de race, ok. Donc, pour ceux qui ont fait un petit peu de biologie, on comprend que la notion de race en biologie, c'est une notion très profonde.
voilà, une notion liée aux gènes, à beaucoup de trucs. Voilà, il y a des races dans les chiens, au niveau des fauves, voilà, mais au niveau de l'espèce humaine, il n'y a pas de race. Donc, la génétique confirme en fait l'unicité de l'arbre un peu généalogique de l'humanité, en tout cas à partir de l'Homo sapiens. Bien sûr, avant, il y a eu l'homme, on sait que l'homme a évolué, hein, okay, Homo erectus, voilà, Homo habilis, tout ce qu'on veut. Et puis même l'homme du Néandertal. Mais dans la grande branche de l'Homo sapiens, il n'y a pas de race. Donc, cet homme-là a quitté l'Afrique, l'Homo sapiens a quitté l'Afrique pour immigrer en Europe. Okay? Il passe par le détroit actuel de Gibraltar, il passe par le Sinaï actuel pour aller vers l'Eurasie. Seulement, vous allez comprendre que en ce moment-là, le Gibraltar n'est pas encore un détroit. Okay? Donc, c'est encore de la terre ferme, sinon on n'aurait jamais quitté l'Afrique. Donc, voilà. Donc, lorsqu'on est un peu au fait de ces connaissances historiques, scientifiques, voilà, on ne peut pas être raciste, dire, bon, voici le blanc, voici le chinois, voici l'indien, voici, voilà. Maintenant, pour ceux qui veulent approfondir ces questions, ils vont comprendre que euh, le fait, donc, la leucodermie, donc le fait de devenir blanc, donc le leucoderme, en fait, c'est un fait historique, physiologique, qui vient en fait de l'impact du climat okay, sur la peau. Voilà. Voilà pourquoi ceux qui habitent, par exemple, les pôles Nord sont plus blancs même que ceux qui sont en Espagne, par exemple. Par exemple, le Russe est plus blanc au niveau de la peau que l'Espagnol, voilà, parce que le climat là-bas est plus extrême. Donc, avec le temps, il y a l'adaptation. Voilà. Bon, je ne vais pas tirer en longueur sur ces questions-là, mais euh, c'est l'ignorance qui justifie le racisme et bien sûr les théories qui sont allées avec, hein, même la fameuse tentative de la mise au point par certains, en Angleterre, hein, avec l'homme de Piltdown, voilà. Donc, une invention en quelque sorte d'une espèce qui serait européenne, voilà, mais tout ça, ça a été déconstruit par la science. Donc, vous pouvez regarder les documents, les archives, les articles, ça publie en ligne là-dessus. Alors, c'est pas ici, mais curieusement, il y a quoi? Il y a, parce que au niveau des humains, voilà, malheureusement, tant que l'évolution mentale au niveau de l'humanité ne sera pas vraiment bien avancée, nombreux vont toujours rester hein, dans cela, aussi bien en Afrique, aussi bien en Europe, aussi bien aux Amériques, ainsi de suite. Voilà. Donc, mais la justification bavard récente, par exemple de Marc Rubio, à la MSD, donc à la Munich Security Conference, qui a eu lieu au mois de février récemment. Donc, nous, l'Europe, l'Occident, voilà, nous sommes des concurrents, voilà. Vous voyez? Donc, cette ignorance et puis ce mépris qui persiste au niveau de la pensée intellectuelle occidentale, il y en a. Voilà, Marc Rubio, bon, même s'il n'a pas fait d'études de savant, c'est quand même un juriste. Donc, il devait comprendre que le colonialisme est un crime, voilà, contre l'humanité, tout comme le néocolonialisme, voilà. Justifier cela, c'est simplement de la barbarie. Pas autre chose à ajouter. Donc, c'est pour dire, en fait, au niveau du cinéma africain, en fait, c'est quoi? Quand je dis que le cinéma africain, c'est un projet mais comme quel est le pouvoir politique, le pouvoir économique, donc le pouvoir politique avec l'AES qui est en cours, voilà, et on espère d'autres pays après, le pouvoir économique, on va en parler après, le pouvoir scientifique, spirituel, pas du pouvoir spirituel, donc la pensée, le plan mental, au niveau philosophique. Donc, c'est vraiment pour aussi remettre cela aux enjeux, parce que l'Afrique aujourd'hui prend ses propres décisions et il n'y a pas une seule Afrique aujourd'hui, il y a des Afriques. Donc, et à juste titre, l'AES, c'est une Afrique à part entière qui n'a rien à voir aujourd'hui au niveau sur le plan mental par rapport à sa géostratégie, à sa géopolitique, par rapport à sa projection dans l'espace géopolitique actuel et dans le temps.
OK, c'est une Afrique carrément nouvelle qui naît, voilà, à comparer aux autres pays, voilà, où il y a encore cette emprise du néocolonialisme et où, malgré tout, les dirigeants ne veulent pas faire de l'effort de sortir de cela. Et comme on le dit, l'esclave qui n'assume pas sa révolte ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort. Donc, en fait, c'est ça qui m'a appris vraiment aussi, par rapport à ça, en fait, supporter cette indépendance, ce souverainisme au niveau mental, au niveau philosophique, c'est très important. Alors, toujours dans le cas de la science, je vais rappeler un élément important de Bong Bassang. Bong Bassang, un géologue, mais aujourd'hui un philosophe, parce qu'il s'est beaucoup investi dans la philosophie africaine, égyptologie aussi. Il s'est beaucoup intéressé à ces questions-là, à partir depuis la géologie, parce qu'il a compris que en fait, il faut penser. Donc, la philosophie, c'est le domaine de la pensée. Donc, et il dit, mais pourquoi, pourquoi en Afrique une mauvaise élite, ok, qui gangrène l'Afrique, ok. Donc voilà, en fait, il dit ici, donc je dis, s'il repart ici, voilà, c'est un grand effort de catharsis intellectuelle et dans un étonnement philosophique profond et radical que Bong Bassang met en lumière les raisons pour lesquelles l'Afrique est si en retard en matière de développement par rapport à l'Europe, l'Amérique du Nord et puis l'Asie. Voilà. Donc, ce fait de colonialisme-là, bien sûr, et puis le fait qu'on ait retiré là au niveau ontologique, donc ce qui fait de l'Africain l'Africain, mais malgré tout quand même, l'Afrique c'est quand même un miracle. Les langues sont là, une richesse linguistique très notoire, voilà. Malgré la colonisation, le colonialisme, quand même beaucoup de traditions ont été préservées, voilà. Mais malgré tout, une question pour les élites. Pourquoi les élites si incompétents, voilà, au niveau éducatif dans les universités, incompétents pourquoi? Parce qu'ils ne résolvent pas en fait les problèmes de l'Afrique de façon concrète. Pourquoi en fait cette carence d'élite engagée? Voilà, parce que l'élite doit être engagée. Voilà, l'élite, que tu sois un historien, un philosophe, un mathématicien, un psychologue, voilà, un ingénieur. L'important, c'est pas simplement de faire son travail, mais il faut être engagé. L'engagement, c'est quoi? C'est vraiment se rendre, avoir la conscience de se rendre utile à la société, de voir, de porter la société vraiment à un niveau supérieur. C'est ça. C'est pas simplement avoir un rôle social, comme une fonction, comme professeur d'université. Tu es docteur et puis tu es professeur d'université, c'est tout. Voilà. Tu es ingénieur, télécom, tu travailles à Huawei, tu fais ton boulot, tu rentres, tu dors. C'est vrai, il y a des gens qui sont nés pour ça, comme ça, mais surtout pour les ligues scientifiques en Afrique, il faut de l'engagement parce que c'est ce qui va faire que l'Afrique avance. Donc, si l'on Afrique a fait tout ça, voilà. Il y a la question sur la francophonie. Là, la francophonie est une aberration qui les cible simplement les consciences. Voilà. Aujourd'hui, c'est mieux de mettre en avant les langues africaines. Voilà. Tout au plus, il y a l'anglais qui est une langue internationale de communication. Ça, c'est reconnu, c'est comme un standard. Voilà. Mais les histoires de la francophonie, tout ça là, on ne sait pas à quoi ça sert. OK? Donc, Charanta Diop là-dedans a fait des travaux énormes, hein, même au Tefilo Beka, au niveau des langues africaines. Comment dire la science dans les langues africaines? Voilà, cela, on peut les voir dans leurs ouvrages. Voilà, dans leurs ouvrages, dans quelques travaux que je peux juger clés. Je vais faire ceci. Voilà. Donc, pour Teofilo Benga, pour Charanta Diop, Antériorité des civilisations nègres, mythe ou vérité historique, un ouvrage très important. Teofilo Benga, la philosophie africaine de la période pharaonique, 2780-330 avant notre ère. Vraiment un terroir de science, cet ouvrage, très important. L'Égypte, la Grèce et l'école d'Alexandrie.
Voilà. Donc ça, c'est moi qui l'avais écrit. Tout le monde s'en est banque, philosophie avec Hermès Trismégiste, où j'aborde certaines questions liées aux arts, aux sciences et aux droits. Mais grosso modo, quand on aborde toute cette littérature scientifique, en fait, on se rend compte que, et puis avec Cheikh Anta Diop surtout, que en Afrique, il y a eu, en tout cas de tout temps, en tout cas dans l'histoire même, vraiment des royaumes, des civilisations bien organisées, voilà, mais le colonialisme, et bien après le néocolonialisme, voilà, est venu pour tout détruire. Et l'enjeu de Simama Africa, c'est de reconstruire la reconquête du pouvoir, je le redis, fort. Et ça, vraiment, la vision profonde, ce pouvoir scientifique, technologique, économique, voilà, en Afrique. Donc, je vais passer ici l'Afrique, berceau des sciences, des arts et du droit. Ici, au lieu de citer des auteurs africains, je préfère mettre en avant des auteurs grecs. Voilà. Même si euh, les intellectuels européens du 18e, bon, on peut dire 15e, 16e, 17e, 18e siècle, ces auteurs-là, voilà, la plupart, la majorité en tout cas, étaient dans l'ignorance totale de ce que l'Afrique a apporté à l'humanité, et puis dans la négation, parce que d'autres avaient connaissance, mais d'autres ont simplement persisté dans la négation de la vérité, parce qu'on se dit, bon, mais comment cette Afrique nous sommes en train de coloniser aujourd'hui, comment reconnaître qu'elle était grande avec l'Égypte pharaonique, comment valoriser ces royaumes comme le royaume Congo, l'empire du Ghana, comment valoriser ces royaumes comme l'empire du Mali, voilà, l'empire du Soudan, Nubie, tout ça là, c'est pas possible. Voilà. Donc, il y a eu cette négation, mais pourtant, la pensée helléniste, donc la pensée helléniste, cette pensée européocentriste, voilà, qui met en avant l'Occident comme terroir de la pensée, se réclame d'Hélène. Hélène, c'est la Grèce, voilà. Mais les Grecs eux-mêmes se réclament de l'Égypte. Tous les auteurs grecs, tous les grands penseurs, Platon, Aristote, Hérodote, tous ces grands savants, voilà, les Pythagore de Samos, voilà, ont visité l'Égypte. Voilà, on va en parler là-dedans en profondeur, mais il y a quelques références que j'ai mises là-dedans. Peut-être après pour des séminaires scientifiques spécifiques aussi, pour d'autres domaines, je pourrais aborder ça. Mais donc, par exemple ici, hein, par exemple ici, nous voyons carrément Aristote qui dit carrément ici la diopérie aegypton, ai mathematicae proton technae synestian, voilà, ici. Donc, c'est autour hein, de l'Égypte, vraiment, que sont établies d'abord les mathématiques, okay, diopérie aegypton. Il dit clairement ici, ça c'est dans la métaphysique même qu'il le dit, hein, un ouvrage célèbre. Voilà, Hérodote qui va dire que les Égyptiens, ok, sont les premiers, ok, sont les premiers à avoir énoncé la doctrine de l'âme. Voilà. Et puis, bien sûr, avec l'égyptologie, quand on montre dans l'étude des textes comme le livre des morts, depuis les textes nubiens, les textes égyptiens, voilà, on va bien comprendre cette doctrine de l'âme immortelle, voilà. Euh, à côté de ça, il y a Platon dans Phèdre, dans Phèdre, dans Phèdre, il y a une très bonne partie qui est consacrée en fait à l'enseignement et à une sorte de didactique. Et Phèdre discutant avec Socrate, Platon met en fait une discussion entre Phèdre et Socrate où Platon dit que en fait en Égypte, voilà, il y a là-bas on a entendu dire qu'il y avait là-bas des anciens dieux, ainsi de suite, voilà, mais qu'ils avaient là-bas un oiseau qui était sacré. Bon, en fait, ils font référence au démon, le démon Thoth. En fait, c'est le dieu Thoth, parce que daimon en grec veut dire Dieu, la divinité, voilà. Donc, le génie, ok, Thoth, voilà. Et que ce Thoth-là était bien sûr associé à l'écriture, voilà. On y a découvert le calcul, donc l'arithmétique, la géométrie, l'astronomie, les arts, l'idée, donc le jeu du hasard, voilà, l'écriture, voilà. Donc il est dit carrément. Et ici, voici le texte grec, voilà. Donc il dit ici là carrément Ikoïsa toin peri
narcaten ti à Égypte, ok, ok, carrément c'est ce qu'il dit ici, voilà. Donc j'ai entendu dire, hein, carmocrate en Égypte, ok, en Égypte, voilà. Genes daïton ekai pateon tinateon, donc en fait, il y avait là-dedans, en tout cas, c'est Dieu qui vivait, voilà. Et, et il y avait un oiseau sacré qu'on appelait bon, bon, il écrit ici une sorte de d'évin, voilà. Mais en fait, il s'agit en fait de l'ibis, en fait. Donc, il fait référence à l'ibis, parce que Tom est associé à ibis. Voilà. OK? Et pour terminer, et pour terminer, et pour terminer, Toton del Proton, OK? Ici, ça c'est le texte grec hein, de Platon. Voilà. Donc, au lieu de lire les traductions, ça c'est le texte original. Voilà. OK? Toton dit Proton, Arikmon, Te Kai, Logismon, Evain Kai, Geometrian, Kai Astronomian, Etide, Peteas, Te Kai, Kineas, Kai dit Kai Ramata. Donc, et on y a découvert le calcul, voilà, le nombre, la géométrie, voilà. Donc, tous ces Grecs, hein, tous ces Grecs, voilà. Et moi, quand j'avais publié en 2017, euh, philosophie avec Hermès Trismégiste, j'ai abordé pas mal de questions dans le même sens dans ce sujet, au niveau des origines du savoir, des sciences, des arts et du droit pour l'humanité depuis l'Égypte pharaonique, donc en Afrique ici, et puis l'extension de ce savoir dans le monde. Et donc, pour l'extension du savoir dans le monde, j'ai écrit ici, bon, pour philosopher, parce qu'en fait, Hermès Trismégiste, c'était un grand savant, en fait. Voilà. Donc, j'avais dû mener une recherche profonde sur le personnage parce que il m'avait beaucoup intrigué en tout cas, dans mes travaux de recherche sur les sciences, les arts, le droit, tout ça. Donc, j'ai dû comprendre en fait comment j'ai dû montrer comment Hermès Trismégiste, le fameux, bon, Hermès, c'est une identification hein, de l'Hermès grec à tort, en fait, voilà, en fait, c'est quand, c'est avec les Alexandrins, donc avec la conquête de l'Égypte par les Grecs et avec Alexandre le Grand, voilà, qu'on va, parce que les Grecs vont commencer à identifier les dieux égyptiens à leurs dieux, donc ils vont appeler le Thoth en Égypte pharaonique, on disait Diouti, donc très, très grand Thoth, voilà, et Thoth est associé à Hermès. Et comme on dit AAA, très très grand, on rend ça par 10, Mégis, donc 3 fois très grand. Et, et pour peut-être hein, pour ceux qui ont touché un petit peu les sciences profondes, voilà, ils doivent connaître que tous les éthérismes, voilà, euh, tous les arcanes de l'ésotérisme, toute la puissance de l'ésotérisme, c'est dans l'Égypte pharaonique. Voilà, et le nom d'Hermès, de Thor, le trismégisme, en fait, revient même aujourd'hui dans tous les grands courants ésotériques. Même si d'autres les récupèrent comme ça, tant bien que mal, voilà, d'autres vont l'interpréter à leur façon, mais voilà en fait l'origine véritable. Et chacun va récupérer, hein, voilà. Depuis, même dans la tradition de l'Église, voilà, l'Église qui a dominé l'Europe pendant près de 2000 ans, ok, avant les Lumières, même quand l'Église était toute puissante depuis l'Antiquité, avec Origène par exemple, voilà, Origène parle d'Hermès, voilà, d'Hermès, voilà, voilà, quand c'est d'origine, il y a des auteurs comme les Saint-Augustin, voilà. Et puis, bien après, en tout cas, dans l'Église, en tout cas, pas mal des saints également, des philosophes de l'Église qui vont étudier les textes hermétiques. Voilà. Voilà. Donc, je dis ici, au crépuscule du troisième millénaire avant Jésus-Christ, un vent spirituel sans précédent son part de Kémite. Kémite, voilà, en égyptien ancien, ça veut dire le Kémite, le pays noir. C'est ainsi que les Égyptiens appelaient leur pays. Voilà, parce que c'était un peuple noir. Voilà,
l'avènement au monde d'un tout petit enfant sorti des méandres du bas peuple constituera un bon spirituel pour l'humanité, laquelle, au fil de son histoire, devrait à jamais rester marquée du sceau indélébile de la doctrine mise au point par le génie de cet esprit qui, par l'immensité et le caractère sapiential de ses travaux, entra dans la race des dieux. Il s'agit de Diouti Dont dit Hermès Trismégiste. Du fond des sanctuaires, sous la tutelle de ce grand sage, une tradition à la fois initiatique, philosophique, scientifique commence à poindre. Sous l'égide de ce divin hiérophant sont initiés de part et d'autre des rives du Nil quelques-uns des plus grands esprits qui auront significativement imprimé leurs inouïs enseignements dans le patrimoine spirito-culturel de l'humanité. Parmi ces esprits, nous avons Osiris, Isis, Moïse, le Moïse de la Bible, quand on l'étudie, c'est pas ce qu'on raconte dans la Bible, voilà. Il est égyptien, voilà, il faut étudier là-dessus, hein. Donc, je ne vais pas tout développer. Orphée, Pythagore, voilà, Platon, voilà, même Jésus a séjourné en Égypte. Okay? Donc, pour l'étudier que c'est là, ainsi qu'il est mage, ainsi mage, initié, grand prêtre, grande prêtresse, eux tous professent la science de Dante. Donc, pour ceux qui ont parcouru un peu les textes maçonniques, les textes des courants spirituels en Europe, voilà, avec des auteurs comme les Papus, les Eliphas Lévi, les Agrippa de Negesheim, voilà, et tout cela, ils vont parler de Thoth. Donc, tout ça, ça vient de l'Afrique, ça vient de l'Égypte, voilà. Et donc, au niveau de la pensée philosophique irénée, c'est quoi? Ce sont les savoirs endogènes qui, en Afrique, sont cultivés actuellement et qui sont mis en avant pour une réappropriation culturelle du savoir africain et bien sûr aussi pour les bénéfices de l'Afrique et pour l'humanité. Bon, je ne vais pas trop développer, tirer en longueur, mais c'était une parenthèse importante pour montrer à quel point dans Simama Afrique, en fait, le projet est profond. C'est un projet qui est très grand. Les aspects économiques que j'ai mis en avant à travers Simama Africa, le CIS, avec l'AES, ce ne sont que des éléments. Donc, c'est ça. Et puis là, ici, je mets en avant Hegel. Là, c'est Hegel dans son histoire dans ses leçons sur l'histoire de la philosophie. Il y a une partie ici où je le cite, où il dit l'Hermès égyptien est célèbre comme aspect de la divinité, de la spiritualité divine. D'après Jean Blic, les prêtres égyptiens ont mis, dès les temps les plus anciens, leurs inventions sous le nom d'Hermès. Voilà pourquoi, en fait, Hegel le dit. Hegel, nous sommes là au 19e siècle, 1800, et clair. Donc, quand Hegel le dit, Hegel n'est pas égyptologue, voilà, mais Hegel, c'était quand même un grand lecteur. Donc, il est informé de ça. Mais il y a donc une grande bibliothèque, un grand savoir qui est développé en Afrique, en Égypte, en Nubie, et beaucoup de prêtres anciens, des mystiques, des philosophes en même temps, des scientifiques, parce que c'est l'astronomie, voilà, avec le mois lunaire, tout ça, donc, de signer leurs travaux sous le nom de Thoth. Voilà pourquoi le nom de Thoth revient dans plusieurs travaux. Mais historiquement, l'homme Thoth a existé et j'ai eu à démontrer comment, à travers les travaux de Théophile Benga et puis les travaux de linguistique et puis aussi les travaux d'herméneutique. Bien, donc ça, c'était quelque chose d'important. Donc, si Mama Africa, c'est vraiment une reconquête, comme je l'ai dit, du pouvoir, technologie, science. Donc, voilà pourquoi on fait de la science profonde. Voilà pourquoi, aujourd'hui, l'intérêt, c'est quoi? C'est que pour les chercheurs, les ingénieurs, voilà, j'ai des ouvrages en projet actuellement. C'est quoi? C'est que, par exemple, j'ai un ouvrage en projet sur la science profonde, en fait, pour une pédagogie des mathématiques. Donc, c'est quoi? C'est que au niveau des universités, voilà, bon, il y a déjà des programmes de ce genre qui doivent se mettre en place, en fait, amener les étudiants à étudier, par exemple, ceux qui sont en sciences, spécialistes en mathématiques, en physique, voilà. Il faut réorienter les études de façon profonde depuis l'Égypte, avec les auteurs comme les AF, voilà, avec le papyrus Rend, qui est en Allemagne,
Voilà, donc, avoir besoin de connaissances importantes pour faire ses propres recherches profondes, vraiment développer pas mal de choses. Et puis, lire aussi les anciens. Voilà. Ah, c'est pas simplement, c'est pas simplement faire l'analyse absolument telle que donnée à l'école, et on va étudier les intégrales, les dérivées, les primitives, tout ce qu'on veut. Mais il faut aller à l'école de Gauss, voilà, par exemple, voilà, Lobachevsky, ces auteurs un peu anciens dans l'histoire des mathématiques. Et puis, c'est important aussi. Donc, vraiment, parce que la science est universelle, voilà, et dans cette science-là, l'Afrique doit puiser dans les savoirs endogènes, comment elle a contribué pour l'humanité, reconquérir cela et aussi se posséder de la science actuelle, voilà, dans toute son historicité. Donc, euh, voilà, voilà en fait les éléments, donc les présupposés au niveau scientifique, philosophique, scientifique du projet Simama. Voilà, donc c'est vraiment une reconquête du pouvoir dans l'absolu. Voilà, dans l'absolu. Donc voilà pourquoi j'ai commencé par la philosophie, la science, parce que c'est là, ce sont les domaines de la connaissance, voilà, pour pour d'abord avoir conscience de soi-même, c'est important, bien se projeter et être vraiment maître de son destin, c'est important. Donc, ceci dit, quand je quitte là maintenant, pourquoi tout le monde africain? Donc, une question d'intelligence, ok? C'est là qu'on va, je vais aborder tout de suite la vision profonde de Simama Africa, voilà, en matière de technology intelligence, voilà, human intelligence, signal intelligence, donc SIGINT, OSINT, GeoINT.